On est un petit peu en retard sur notre horaire. Normalement, c'était 21h et là, il est 21h07, mais on est là. Et on est là avec plein d'invités pour parler d'un sujet d'actualité. Et on a intitulé cette conférence AMP pour toutes, la réalité derrière le slogan. Parce que c'est vrai que on a démarré il y a presque 3 ans le travail autour de la révision de la loi de bioéthique et qu'avec certaines associations, bonsoir Céline, certaines associations avec qui on a travaillé sur ce sujet-là, on a souvent dit, voilà, il y a un slogan politique, et puis il y a la réalité derrière ce slogan, la réalité pour les couples en parcours d'AMP hétérosexuels, pour les femmes solo, pour les couples de lesbiennes. Et donc ce soir, on voulait faire le point, donc avec des invités qui vont se présenter, mais en plus en détail, mais je les présente quand même rapidement. Donc il y a Isabelle Laurence qui est cofondatrice Oui, de l'association Maman Solo. Il y a le docteur Géraldine Porcu-Buisson, qui est gynécologue, obstétricien, spécialiste de l'AMP à l'IMR de Marseille. En dessous, alors je ne sais pas si c'est comme ça pour les autres, mais il y a Céline Sester, qui est la présidente de l'association des enfants d'Arc-en-Ciel. Au milieu, il y a monsieur Michael Agopiance, qui est médecin, spécialiste de la reproduction au CHU de Nancy. Et puis, il y a ma collègue Lucie, qui est bénévole dans l'association. Voilà. Donc, on commence par qui? Isabelle, tu veux nous parler un peu de qu'est-ce que c'est que l'association Maman Solo, déjà? Tu peux oui. nous parler de ça parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'association. Et puis, ce qui s'est passé pour vous là pendant 3 ans. Et aujourd'hui que la loi de bioéthique a été votée début août, comment les choses se passent pour vous dans la réalité? D'accord. Donc, nous, oui, on est une jeune association. On a créé notre association en 2018, juste avant les auditions du Comité consultatif national d'éthique. Alors, sans refaire toute l'histoire de toutes les commissions, les auditions, Assemblée nationale, etc. L'idée de l'association, c'était de se dire qu'on pouvait être un peu des oubliés de la loi. Il fallait peut-être aussi qu'on ait une voix, une parole, parce qu'en fait, c'est la seule association qui représente ces femmes qui font un parcours on appelle ça la monomaternité, donc qui font un parcours en solo, quoi. Et donc l'idée principale de notre association, c'était de militer pour faire passer la PMA pour toutes, et ensuite, en parallèle, développer un réseau social de solidarité entre nous, entre les mamans solo, faire du marrainage, enfin, sur l'avant, sur l'après. Et puis ensuite, là, on s'était toujours demandé qu'est-ce que ça sera l'après, une fois que la loi sera passée. Est-ce que ça sera utile encore d'être là? Mais oui, parce qu'en fait, c'est l'application de la loi, c'est les modalités d'application. Il y a encore des axes d'amélioration de la loi, hein, notamment l'âge, qui concerne, je pense, toutes les femmes. Quand même un gros blocage, cette histoire d'âge. Et puis, voilà. Donc, et puis, surveiller que tout se passe bien. En tout cas, faire remonter les problèmes du terrain vers le sommet, hein, pour essayer de faire en sorte que on nous donne que les moyens soient distribués pour les médecins, pour tout le monde, pour que voilà, les choses puissent se faire de façon le plus efficient possible. Donc, on a beaucoup milité avec vous, hein, les associations, on était ensemble. Et puis, on était très contents parce que nous, c'est vrai que ça fait peu de temps qu'on militait, donc on était très contents que la loi passe déjà. Il y a quand même des gros progrès, notamment l'autoconservation des ovocytes. Il y a des axes d'amélioration sur le débit, sur la repasse, sur plein de choses, sur l'âge. Moi, je pense que c'est vraiment un point important parce que si je puis dire, pour résumer, il y a beaucoup de mamans solo qui vont encore à l'étranger. Elles n'ont pas les moyens de rester en France parce qu'elles n'ont pas. Déjà, on leur donne 6-12 mois de délai, hein, quand elles appellent les centres en France, ce qui est une réalité. C'est pas une discrimination. Parfois, elles le vivent un peu comme ça. Bon, on pense que c'est pas une discrimination, c'est juste que c'est une réalité de moyens. Et donc, elles vont beaucoup, beaucoup à l'étranger. Donc, parfois, quand les médias nous demandent est-ce que vous avez des mamans qui sont sur des parcours en France, en fait, on n'en a pas beaucoup.
On en a quand même, hein, mais pas tellement. Parce que nous, souvent, c'est quand même, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même souvent un choix, on va dire, c'est pas joli, hein, un second choix, mais on va dire on a fait le deuil du couple avant de passer à l'action de faire ça seul. Ouais. Donc, du coup, on arrive souvent tard, donc quand même dans le procédé, quoi. Après, il faut quand même rappeler que même si la loi a été votée début août, les décrets d'application sont arrivés fin septembre. Et donc là, Bah oui. les parcours qui pourraient commencer, ils ont peut-être débuté. Alors là, il y a les médecins qui sont là qui peuvent nous parler de ça. Oui, ou je continue. Je vais prendre la parole parce que nous, depuis mars 2021, on a reçu 84 patientes, 62 femmes non mariées et 22 couples de femmes. Donc, on a une proportion de femmes non mariées qui viennent nous demander notre aide qui est phénoménale et je pense qu'il est loin, loin, loin de celle attendue par les instances gouvernementales. On leur a dit, on n'a pas trop été entendu, là maintenant c'est un tsunami. Et on passe notre temps à faire des consultations d'annonces de délai. C'est terrible pour certaines parce que comme vous le dites, certaines vont commencer leur parcours, mais d'autres étaient déjà en parcours. Elles ont dépensé beaucoup d'argent et elles se disaient maintenant je vais pouvoir continuer mon parcours en France en dépensant moins d'argent. Et comme vous l'avez dit aussi, pour faire le deuil du couple, elles ont avancé en années. Donc, c'est des femmes qui sont parfois plus âgées que les couples de femmes. Et donc, elles sont à la limite aussi avec l'accès aux dons d'ovocytes. Et on est dans des délais qui deviennent très, très longs. Et je ne suis pas d'une nature optimiste, mais 6 à 12 mois, il n'y a que Michael qui peut tenir ce délai. Hein. Nous, dans certains territoires, on est déjà à 18 mois parfois pour le don de sperme pour des couples hétérosexuels. Et elles sont désappointées parce qu'elles ont vraiment pensé, avec toute la médiatisation qu'il y a eu, et là, la médiatisation, elle a été minable parce que chaque fois qu'une lecture passait, on disait que la loi était passée. Donc, on avait des vagues de patientes qui venaient nous voir pour faire appliquer cette loi, alors que c'était que les lectures qui arrivaient. Et là, elles viennent en espérant, dans 6 mois au plus, bénéficier de la prise en charge. Et bonsoir, toi. Et ça, c'est très, très, très difficile pour nous. Et quant au permis d'âge, alors là, c'est encore plus terrible parce que, bien entendu, on a des couples qui sont très différents selon l'âge, des couples où le monsieur a 61 ans et la dame 36 ans, qui ont des embryons congelés, et on passe notre temps en leur disant que le ticket est périmé, que les embryons sont congelés, ils leur appartiennent, oui, c'est sûr, mais on ne pourra pas les transférer. Et ça, c'est dramatique, dramatique. Autant on pouvait entendre des bornes d'âge pour l'autoconservation, autant pour la prise en charge des couples, je pense qu'on pouvait, par des RCP, décider s'il était raisonnable ou pas de prendre un couple en fonction de l'âge. C'est mes premières réflexions. Sur la question de l'âge, moi, je me suis demandé si, justement, vu que les gens étaient ils avaient fait leur PMA, la congélation, dans le cadre de l'ancienne loi, est-ce qu'ils n'étaient pas, justement, toujours dépendants de cette ancienne loi et pas dépendants de la nouvelle loi? On a saisi
l'agence de biomédecine, on a posé la question et c'est malheureusement non. D'accord. Bon. Pour l'instant, parce que les couples, déjà 2 couples qui ont écrit alors c'est pas elle qui va pouvoir avoir le pouvoir de modifier la loi, mais elle va peut-être sensibiliser à la directrice de l'agence de biomédecine. Céline, on te donne la parole pour te présenter et puis présenter l'association. Bonsoir. Donc oui, moi je suis Céline Sester, je suis la présidente de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel, une association qui aura 15 ans l'année prochaine et qui accompagne majoritairement des couples de femmes qui, jusqu'à maintenant, allaient pour beaucoup faire des PMA à l'étranger. On a eu aussi une proportion de femmes qui ont recours à d'autres projets parentaux, mais c'est vrai que voilà, si on devait faire un pourcentage, la plupart font des parcours de PMA et donc pour l'instant, en tout cas, continuent d'aller à l'étranger. Nous, on les accompagne à plusieurs niveaux, enfin vraiment sur, voilà, on a envie d'être maman, comment on fait? Quelles sont les possibilités, voilà, quelles sont les options qui s'offrent à elles. On les accompagne pour leur donner des informations après sur le parcours, donc les endroits où c'est possible, comment ça se passe un parcours de PMA, voilà, quelles sont les différentes étapes, les différents aspects à prendre en compte. Et on les accompagne aussi beaucoup sur toutes les questions juridiques. Et pour le coup, ces dernières semaines, on fait beaucoup de juridique parce que il y a énormément de choses qui n'ont pas été prises en compte dans le cadre de la loi ou en tout cas qui n'ont pas été pensées, réfléchies ou qui ont été laissées de côté. Voilà, c'est pas faute d'avoir alerté sur certains points, mais en tout cas, il y a des grosses difficultés juridiques qui se posent aujourd'hui, et notamment dans le lien avec les notaires, qui est assez catastrophique. Voilà, donc nous, on commence à avoir des retours et des échanges avec les femmes autour du parcours en France, mais voilà, le plus gros de notre activité aujourd'hui, c'est toutes les questions juridiques qui sont liées à cette nouvelle loi. Éteins mon micro. Monsieur Hagopian, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point du point de vue du secteur public, en tous les cas le vôtre à Nancy, nous dire un peu comment le service est organisé, comment... Bien entendu. Donc déjà bonsoir à tout le monde. Donc moi je coordonne le centre d'AMP du CHU de Nancy, qui est également un centre de dons, donc qui est le seul centre qui fait du don de spermatozoïdes sur l'ancienne région Lorraine, et on couvre un territoire qui est assez important et un territoire qui est particulier puisqu'il est frontalier du Luxembourg et de la Belgique, qui étaient des pays de prédilection de la PMA pour toutes jusqu'à, et peut-être même encore au-delà, de l'adoption de la loi en France. Donc des patients pour PMA pour toutes, on en voit depuis plusieurs années maintenant. On a eu l'habitude dans nos consultations qu'on avait ouvertes sur la base de conseils en fertilité, qui était quelque chose d'assez novateur justement pour être très inclusif et pouvoir permettre à des personnes qui n'avaient pas notamment le droit de faire une PMA en France de venir s'informer, se renseigner, et c'était ouvert vraiment à toutes les personnes qui souhaitaient parler de leur fertilité. Mais on a eu un public PMA pour toutes, donc qui venait soit nous parler de leur démarche, de leurs envies, soit poser des questions, juste s'informer sur leur fertilité. Et donc on a eu un certain nombre de demandes dans ce cadre qu'on a fatalement reporté après la promulgation et les décrets. Donc Géraldine parlait de tsunami, enfin de grosses vagues. Effectivement, nous c'est ce qu'on a perçu
reçus. On est à peu près, pour donner quelques chiffres, actuellement un tiers des premières demandes d'AMP au centre, donc depuis sur les 2 derniers mois, proviennent de parcours PMA pour toutes, donc que ce soit des parcours PMA solo ou alors des parcours pour des couples de femmes. Donc c'est vraiment un tiers des nouvelles demandes, ça correspond à peu près une demande par jour en moyenne. Donc c'est très important. Donc alors après il y a des questions qui se posent sur la mise en place pratique. Quand on avait été reçu plusieurs fois au Parlement, on avait fait état et je pense que le titre que vous avez choisi ce soir pour le webinaire est très juste parce qu'on avait fait état, Géraldine, moi, d'autres, de la problématique du vote, de l'adoption des textes et des décrets d'application, mais derrière de la mise en place pratique des choses. Et on avait dit que c'était plutôt sur cette mise en place pratique que les difficultés allaient être perceptibles. Et le fait est que ce qu'on lit ici ou là nous donne quand même malheureusement raison. Donc la question des délais. Alors on pour avoir vu donc depuis la loi plusieurs dizaines de personnes, de femmes et de couples de femmes en parcours PMA pour toutes, on a effectivement des parcours qui, malgré l'adoption en France, se feront plutôt hors de France. Alors dans notre centre, comme on a, comme disait Géraldine, la chance d'avoir des délais qui, pour moi, paraissent beaucoup trop longs encore, mais apparemment du point de vue national peuvent paraître courts, puisqu'en don d'ovocytes, on est à 6 à 12 mois maximum de prise en charge, et en don de sperme, on est en fécondation in vitro à moins de 6 mois, en général 4 à 6 mois, et en insémination autour de 9-10 mois. Donc on a toujours eu des parcours dons qui étaient depuis plusieurs années inférieurs à 1 an, et là l'objectif, malgré l'augmentation des demandes, est de maintenir à flot l'activité pour pouvoir absorber l'ensemble de cette nouvelle patientèle sans augmenter les délais. Alors un point sur cette patientèle, on en parlait avec un journaliste tout à l'heure, puisque l'objectif aussi c'est de profiter de cette semaine pour faire du bruit, parler des thématiques d'infertilité évidemment, de la PMA et également de la PMA pardon. Et là, on n'arrête pas, enfin moi j'arrête pas d'avoir des interviews tous les jours sur où on répète à longueur de journée, il faut des donneurs de spermatozoïdes, il faut des donneuses d'ovocytes. On est vraiment très demandeur bien entendu d'accueillir des donneuses et des donneurs pour pouvoir encore raccourcir les délais et prendre en charge tout le monde. Donc ce que je racontais aux journalistes tout à l'heure, c'est que cette augmentation majeure actuelle du nombre de consultations PMA pour toutes, il y a plusieurs aspects. Moi je vois 3 sortes de publics, si on peut les définir comme ça. On a un public qui a un projet de parentalité actuel de novo, un peu sur le principe du couple hétéro qui va venir parce que ça fait 1 an qu'il n'a pas d'enfant, qu'il veut un bébé, etc. Et donc on va les recevoir un peu celle-là au fil de l'eau. Et on a aussi tout un public, ce que j'appellerais de rattrapage, soit des patientes, des femmes qui étaient déjà en parcours hors de France et qui disent j'ai fait 3-4 inséminations, ça n'a pas marché, on m'a proposé la fécondation in vitro, c'est trop cher, j'ai vu que maintenant c'était légal en France et remboursé, donc je vous sollicite. Et d'ailleurs certaines disent moi je continue aussi mon parcours hors de France, mais je souhaite m'inscrire parce que peut-être qu'à un moment, si on a des paillettes disponibles en France, si on n'a toujours pas la grossesse en cours, on viendra vous revoir. Donc on a vraiment ce public-là, et on a un troisième public en fait qui était un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire avec un désir de parentalité non récent depuis plusieurs années, mais qui malheureusement n'avait pas les moyens d'aller hors de France pour donc avancer dans leur quête de parentalité. Donc je pense que les chiffres, tout ça pour dire que je pense que les chiffres effectivement majeurs qu'on connaît actuellement, c'est vraiment un effet début dû au rattrapage, et que dans peut-être 6 à 12 mois, dans ces nouvelles femmes qui viennent consulter, en fait, on aura juste des, entre guillemets, nouvelles demandes
demandes qui correspondent au projet de parentalité actuel. Donc là, pour résumer, les délais, ça me semble effectivement important. Il est temps que l'Agence de la biomédecine, et je pense qu'elle fait le boulot là actuellement, prenne en compte pourquoi il y a du délai pour le don en France, notamment pour le don de spermatozoïdes. On entend des 100 000 paillettes. J'ai entendu à une réunion à l'Agence de la biomédecine il n'y a pas longtemps, 100 000 paillettes de dons disponibles. Alors pourquoi il y a encore des délais d'attente? Il doit avoir une explication, mais en tout cas, moi, je ne la connais pas. J'ai une petite question. Vas-y, Isabelle. Oui, je peux poser une question. Oui, bien sûr. Une question, mais j'en ai même deux. Enfin, il y en a une, c'est parce que j'ai écouté c'était une émission de France Inter avec une représentante de l'agence de biomédecine et la coprésidente de l'APGL qui parlait du don d'ovocytes. Et ce que j'ai compris, parce que parfois c'est pas toujours très clair, c'est qu'aujourd'hui le don d'ovocytes ne permettait plus aux femmes qui faisaient le don d'avoir une conservation de leurs propres ovocytes a posteriori. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais du coup, c'est un gros frein, moi, je trouve, quand même. Non, c'est vrai parce que en fait, c'était un leurre de dire aux femmes qu'on allait conserver leurs ovocytes en même temps qu'elles donnaient, parce qu'elles ne pouvaient récupérer des ovocytes qu'à partir du 6e. Donc, une femme qui donnait 8 ovocytes, elle en récupérait 2. Avec 2 ovocytes, on ne fait rien en matière de conservation, de la préservation de la fertilité. C'était tentant de le proposer, mais on s'est vite rendu compte que en fait, c'était un leurre pour la donneuse. C'est-à-dire finalement, elle récupérait pas suffisamment d'ovocytes pour préserver aussi sa fertilité. Et ça nous paraissait pas correct de continuer avec ce décret. D'accord. Donc du coup, l'autoconservation, là, on peut se dire, je me souviens même plus si c'est autorisé, mais si c'est payant ou pas. Non, c'est de 29 à 37 ans, les femmes peuvent demander une autoconservation pour âge. Toute la procédure sera prise en charge, mais l'autoconservation, qui est autour de 50 € par an, sera à la charge de la jeune femme qui aura préservé. Bon, c'est pas non plus des sommes astronomiques, quoi. Non. Oui. C'est tout à fait raisonnable. Donc, on peut se dire qu'avec l'autoconservation, ça peut être aussi un bénéfice, mais ça sera beaucoup plus tard de dire que tout ce qui n'a pas été utilisé pourrait peut-être être dans les 3 options. Enfin, il y a 3 options, je pense, mais il y a l'option du don aussi. Oui, de changement d'attribution. Elles pourront, si elles ont réussi à obtenir leur maternité, il pourra y avoir un changement d'attribution et confier ses ovocytes au don. Oui. D'accord. Il y a des études dans d'autres pays que la France, qui font déjà de l'autoconservation depuis longtemps, qui ont montré que seulement 5% des femmes qui ont autoconservé finalement réutilisent à un moment donné de leur vie les ovocytes qu'elles ont autoconservés. Bon, après, peut-être que tout le monde n'aura pas, toutes les personnes qui autoconservent n'auront pas le désir de donner, mais en tous les cas, les études étrangères montrent ça. Ça peut être un super bénéfice positif, mais qui sera beaucoup plus tard. C'est vrai que là, le problème, c'est ce temps un peu transitionnel entre certainement des choses qui n'ont pas été trop anticipées en amont, et du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Puis il y a aussi la deuxième chose dont on n'a pas parlé, cette idée de cette transition dans l'accès aux origines, qui fait qu'on n'a même pas... Enfin, moi, j'ai eu Arthur de l'association Origine au téléphone tout à l'heure. C'est même pas très clair, d'ailleurs, parce que, en gros, on utilise actuellement le stock de donneurs qui sont anonymes, qui peuvent se manifester pour changer le contrat, mais a priori, ça viendrait d'eux. J'ai bien compris. Exactement. Et du coup, jusqu'en 22 septembre 2022, de toute façon, ça sera ces paillettes-là qui seront utilisées. Au moins jusqu'au 22 septembre 2022. Au moins jusqu'au 1er septembre 2022. Parce qu'on ne donne pas de date en plus. C'est ça, oui, le changement. Il y a une date. Ah, à d'accord. partir du 2 septembre 2022, c'est les autres.
Géraldine, il parle dans la loi, il parlait d'une date qui serait fixée par décret et qui serait ultérieure au 1er septembre 2022. Donc c'est peut-être le 2, mais c'est peut-être un peu après. Ah, alors, l'agence de biomédecine nous a dit le 2. Ah, ben alors il faut vérifier encore ce point, oui, comme sur l'autoconservation sociétale, où là j'ai appris, alors nous on n'a eu aucune demande parce que je pense que c'est quelque chose qui est, on va pas dire spécifique à certains endroits, mais on va dire quand même prédominant dans certaines régions plus que d'autres. Mais donc j'ai appris qu'on ne pouvait pas encore faire d'autoconservation sociétale de gamètes parce que il nous faudrait une autorisation qui pour l'instant n'existe pas en tant que telle. Donc affaire à suivre aussi sur ce point. C'est-à-dire qu'on a le droit, mais on n'a pas le droit. Et c'est exactement ça. Sur les documents de l'agence, ils ont mis 1er septembre et ils ont fait, dans la vidéo qui a été faite, oui. Il y a aussi la date qui est indiquée. On les a reçus hier, ces documents, et j'avais revu aussi cette date-là, c'est pour ça que je m'étais permis de la dire. C'est vrai que je trouve que, par exemple, moi, j'ai dans les mamans qui voudraient faire une PMA en France, les futures, je dis les mamans parce que pour moi, c'est toujours... le projet est déjà dans la tête, donc on les appelle toutes les mamans, mais elles sont en projet. Et c'est vrai que cette idée, par exemple, rien que de l'accès aux origines, ça les bloque. Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart, elles veulent un accès aux origines. Parce qu'on a beaucoup informé là-dessus. Et donc, du coup, elles se disent, ça les culpabilise de faire ça, sauf qu'elles sont vraiment coincées entre vraiment une urgence. Parce que c'est souvent très tard qu'elles le font, enfin, assez tardivement, on va dire. Elles sont pas loin des 40 ans en général. Et puis, cette idée de l'accès aux origines. Mais moi, ce que j'avais entendu aussi, c'est que quand même les équipes dans les CHU, dans les SECOF, parlent aux potentiels donneurs et aux potentielles donneuses, parlent de cette levée de l'anonymat depuis un petit moment. Même si dans les documents qu'on signe, on ne peut pas signer oui pour, mais en tous les cas, les gens qui viennent donner aujourd'hui, ça fait au moins 1 an ou plus que les équipes leur disent la loi va changer, l'accès à des informations identifiantes ou non identifiantes va arriver, et donc il faut que vous sachiez ça. Alors, je ne sais pas si dans le réel, il y a des gens qui vous disent « Ah, d'accord, je ne donne plus », ou est-ce que les gens ont un petit temps d'adaptation, de réflexion? Alors, ce qu'on a vu, c'est que les donneurs qui donnent actuellement pensent que l'accès aux origines est déjà effectif. Donc, pensant que l'accès aux origines est déjà effectif, il n'y a pas aucun positionnement de retrait par rapport à ça, puisqu'ils pensaient que c'était déjà en place. Ça, c'est vraiment les retours qu'on a. Après, sur l'histoire de la destruction du stock de paillettes, c'est une question très importante. Et effectivement, là, on a l'air de se diriger vers une situation où on ne pourra pas recontacter les donneurs, sauf s'ils ont fait mention spécifiquement du fait qu'ils souhaitaient être recontactés. Et donc que ce sera aux donneurs et aux donneuses de se manifester. Au départ, on avait cru comprendre qu'il n'y aurait pas d'obligation à recontacter, mais là on semble partir plutôt vers une interdiction, sauf exception, de recontacter les donneurs et donneuses. D'accord. Alors après, dans la campagne de communication qu'a lancée l'agence, il y a un spot dédié aux anciens donneurs pour qu'ils puissent, et c'est avec ce support-là, pour qu'ils puissent être touchés à un moment donné s'ils arrivent à voir cette information et sensibiliser au fait que ça serait bien que c'est vrai que si on avait donné les moyens pour qu'on les appelle même il paraît qu'Olivier Véran avait donné cette idée-là, ils en avaient discuté quand il était encore député, d'avoir des appels, je ne sais plus quel était le terme, mais des appels pour leur poser la question de cette possibilité-là, de passer à un accès aux origines, sans leur imposer. Mais
Olivier Véran, il avait de bonnes idées quand il était député, puis il les a fait quand il était ministre. Oui, après, il voulait ouvrir au privé aussi pour qu'il y ait une augmentation de centres qui puissent prendre en charge, puis il a oublié lorsqu'il est devenu ministre. Après, bon. Donc, voilà. L'ouverture au privé est essentielle. Je ne vois pas comment on pourrait partout avoir des délais courts ou une annihilation des délais sans que le privé s'occupe également du don de gamètes. Céline, est-ce que vous voulez préciser quelque chose dans les actions peut-être que vous avez mis en place là, récemment Là, pour l'instant, c'est vrai que nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les 2 derniers mois, on les a surtout passés à s'occuper de questions juridiques. Après, on a lancé un questionnaire là avant les vacances scolaires pour recueillir un petit peu des retours sur comment les personnes qui contactent les Sécos là actuellement sont reçues, quelles sont les réponses qui sont obtenues, est-ce qu'il y a des rendez-vous qui sont obtenus ou pas. Bon, je suis un peu surprise de voir que c'est pas si catastrophique que ça. Bon, après, peut-être que les personnes qui répondent au questionnaire sont des personnes aussi qui sont dans une démarche différente que les informations qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, puisque nous, on a aussi des commentaires sur nos publications, tout ça, où on nous dit que c'est catastrophique. Bon, les résultats du questionnaire ne sont pas si alarmants que ça, je trouve. Après, on voit quand même, ça permet de mettre en lumière qu'il y a quand même des endroits où, si c'est un couple hétéro qui appelle, il a un rendez-vous. Si c'est un couple de femmes qui appellent, elles n'ont pas de rendez-vous. Bon, voilà. Du coup, d'où l'intérêt de l'avoir diffusé aussi plus largement, puisque je trouve que ce qui est intéressant dans ce type de réponse, c'est que c'est pas nous qui avons testé ou qui avons dit on observe ça, c'est-à-dire que là, on croise vraiment de façon aléatoire, c'est juste on constate que une personne qui a appelé à tel moment a eu un rendez-vous et une autre personne n'aura pas de rendez-vous. Donc ça permet vraiment de mettre en perspective tout ça. Voilà, après nous on a eu une réunion avec les Sécos avant les vacances, là, il y a 15 jours à peu près. Bon, clairement, le message qui nous est envoyé, c'est on est débordé, on s'attendait pas à un tel flot de demandes et du coup, on a des difficultés à s'organiser pour répondre, pour rappeler les personnes, pour ouvrir des créneaux de consultation, voilà. Bon. Nous, actuellement, on fait un peu tampon sur tout ça. En fait, on explique que avoir un parcours en France, ça va être aussi beaucoup de patience. Mais ça, c'est pas nouveau. On le disait déjà avant. Nous, ça fait plusieurs années que quand des femmes nous appellent en nous disant bon, est-ce qu'on attend la PMA pour tout en France ou est-ce qu'on va à l'étranger, ça fait des années qu'on leur dit ça dépend quand est-ce que vous avez un projet de parentalité, mais si c'est maintenant, il vaut mieux aller à l'étranger, en fait. Bon, cette question, cette réponse, finalement, elle reste quand même assez vraie aujourd'hui pour des femmes qui, des fois, nous disent, l'âge passe, le temps passe et du coup, l'âge avance. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et puis, il y a aussi les conditions qui sont proposées à l'étranger, qui sont différentes de celles qui sont proposées en France. Il y a l'accès à la méthode ROPA, par exemple, qui n'est pas possible en France et qui est... je trouve que sur ces 10 dernières années, c'est une méthode qui a vraiment explosé en nombre de demandes. Et voilà, donc c'est clair que pour des femmes qui ont ce type de projet, l'étranger reste la seule option. Donc, nous, aujourd'hui, on est sur un positionnement de dire, voilà l'éventail des possibilités qui s'offrent à vous et voilà les caractéristiques de chaque option. Bon, pour l'instant, c'est sûr que la France reste une option sur laquelle il faut s'armer de patience. Voilà, après... La nouvelle, c'est que pour ces couples-là, maintenant... Olivier Véran l'a dit fin septembre, c'est qu'ils vont pouvoir bénéficier d'une aide financière
si les délais sont pas tenus par l'assurance maladie française. Mais cette question-là, par exemple, ça fait partie des choses sur lesquelles nous, on est vraiment en difficulté parce que il y a énormément de femmes qui nous contactent pour nous demander comment faire une demande de prise en charge dans le cadre des soins programmés à l'étranger. Et là, aujourd'hui, nous, notre expertise, elle n'était pas sur le dispositif en France, donc on est un peu en difficulté pour les accompagner, les renseigner sur tout ça. Et puis, c'est aussi comment on justifie les choses dans la mesure où la loi vient finalement d'être votée il y a quelques mois et qu'il faut aussi le temps que ça se mette en place. Qu'est-ce qui va justifier un délai anormalement long ou comment les choses vont pouvoir se justifier et être argumentées par les femmes, ça c'est une vraie question. Pour l'instant, on n'a pas trop de recul là-dessus et c'est compliqué de leur apporter des informations. Puis il y en a aussi beaucoup qui ont du mal à trouver les bons interlocuteurs en France. Je le disais tout à l'heure sur la question des notaires, mais c'est pareil sur le côté médical en fait. Il y a quand même des endroits où c'est très compliqué de savoir comment faire, à qui on s'adresse, comment on débute un parcours PMA, la différence entre public et privé, où je vais pouvoir, où mon parcours va pouvoir se dérouler. Est-ce qu'il faut que j'ai vu un gynécologue spécialisé en PMA avant? Il y a plein de questions en fait. Je trouve que le point de convergence entre l'aspect médical, le côté vraiment du parcours et tout l'aspect juridique, c'est que moi, ce que je trouve totalement fou, c'est que la loi PMA, la loi bioéthique, ça a été des années de débat, des années d'audition, des années on y a passé un temps fou. Et en fait, la loi est publiée en plein mois d'août et il voudrait que là, d'un claquement de doigts, tout rentre j'ai du mal à trouver mes mots. Tout soit applicable d'emblée, qu'il n'y ait pas de difficulté, que tout le monde soit au courant de tout et que le proverbe nul n'est censé ignorer la loi, s'impose à tous. Mais en fait, c'est complètement fou et irréaliste. Et c'est la même chose pour les décrets. La loi est publiée début août, on a les décrets fin septembre. Les décrets, ils auraient pu être prêts et que tout soit fait au même moment. Ça aurait évité des situations assez problématiques pour certaines femmes. En tout cas, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu une anticipation sur toutes ces questions-là un peu plus importante et que du coup, ce qui aurait permis que quand la loi a été publiée au journal officiel, on soit dans quelque chose qui soit réellement applicable et effectif. Aujourd'hui, c'est toujours pas le cas en fait. Donc, Quand on a été reçu avec Nathalie Massin le 29 août 2019 au cabinet d'Agnès Buzyn, il nous avait promis que les décrets d'application étaient en cours d'écriture. Quand la loi a été votée, c'est pour ça que moi, je me demande si je ne vais pas monter de Marseille à Nancy. Quand la loi a été votée le 29 juin, le 2 juillet, on a reçu un courrier de notre sécosse régionale nous disant qu'il fallait dire à toutes les patientes qui allaient se présenter qu'elles n'appellent pas avant le mois d'octobre pour avoir un rendez-vous. Voilà. Et s'il y avait quelque chose dans la loi qui allait passer, c'était quand même l'AMP pour toutes et l'AMP pour les femmes seules, parce que c'était une promesse du candidat et ensuite du président Macron. Et moi, je vous rejoins complètement. Je suis très étonnée qu'au moins des consultations n'aient pas été mises en place avant. Au moins le concept de consultation n'ait pas été mis en place avant. Et aux personnes qui viennent me voir et qui sont pratiquement à l'âge limite ou d'attendre va leur faire perdre des chances de grossesse, je leur demande d'appeler et de demander au sécosse de leur faire un certificat, soit parce que le délai va être trop long, soit parce qu'ils ne peuvent pas les recevoir. Et ensuite, elles peuvent demander auprès de l'assurance maladie un document
qui est rempli de manière à pouvoir bénéficier d'une prise en charge. Mais c'est un pis-aller, hein, et c'est toute la difficulté, c'est que voilà, vous leur conseillez ça, mais elles sont tellement nombreuses à nous appeler et à nous dire comment je fais, comment je me débrouille de cette question-là. Et ben, voilà, nous, on leur dit que selon nous, là, actuellement, leur gynéco est le ou la meilleure placée pour les accompagner, mais en fait, c'est pas toujours vrai. Donc, voilà. Alors, il y a des questions, donc je laisse Lucie. Donc, il y avait une première question donc, de Frédéric. Question pour les médecins. Le ministre de la Santé a annoncé que grâce à ces 8 millions d'euros, les délais d'attente allaient passer à 6 mois. Quand est-ce que cette promesse sera tenue, pensez-vous, pour 2022 ? Pour 2022, on espère que ce sera tenu, mais en fait, les 8 millions d'euros, c'est une très bonne chose. Ça va permettre d'embaucher, de changer le matériel, d'augmenter le matériel, de faire la communication par rapport aux dons. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Après, bon, il n'y a pas de dédommagement du don en France, c'est un grand débat. Vous pouvez faire 8 millions d'euros divisé par 100, ce qui est à peu près 100 euros, ce qui est à peu près le dédommagement dans le cadre du don de sperme en Europe. Vous calculez le nombre de dons qu'il pourrait y avoir avec cet argent et dans un an, on verra le nombre qu'il y a eu avec les 8 millions en faisant de la communication et en embauchant des gens. Merci. Marie-Joëlle qui voudrait savoir comment fait-on pour avoir des délais si courts à Nancy ? Donnez-leur votre secret. Alors, sur le don d'ovocytes, je pense que c'est très artefactuel parce qu'on a commencé l'activité il y a un an et qu'à 50 km de nous, il y a le centre de Metz qui a fait du don d'ovocytes de manière vraiment magnifique depuis une dizaine d'années. Donc, ils sont vraiment experts sur le sujet. Donc, on est plus un centre de deuxième ligne. Et puis, pour le sud de la région, donc on est un petit centre et donc on peut avoir des délais qui sont courts. Le deuxième élément qui est valable pour le don d'ovocytes et le don de sperme, c'est qu'on fait de la communication permanente. On a fait sur les 2 dernières années une vingtaine de fois la presse régionale. On a fait 2 fois le plateau de France 3. On écrit dans les médias nationaux. Et je pense qu'on est assez identifié en tant que CHRU de Nancy comme un centre d'AMP, voilà, qui est un petit peu, je vais pas dire avant-gardiste, mais en tout cas qui était déjà sur le pied de guerre et qui a anticipé la révision des lois de bioéthique. Et le troisième volet, je pense, après c'est un volet peut-être un peu plus médical, mais c'est que on travaille très bien avec les 3 autres centres d'AMP de la région et apparemment c'est pas le cas partout, mais en tout cas nous en tant que centre de dons au sein du CHU de Nancy, donc dans le cadre du centre d'AMP, on travaille dans le cadre du don de spermatozoïdes avec les 3 autres centres de la région Lorraine, donc qu'ils soient publics ou privés, et donc des paillettes sont fournies à ces centres pour la prise en charge de leurs patients. Ça, je pense que c'est un point important par rapport au délai, c'est que tous les centres d'AMP, à défaut d'avoir l'autorisation de gérer le don, mais qu'ils puissent mettre en œuvre au moins la PMA pour toutes dans de bonnes conditions, avec un travail en collaboration qui se fait bien avec les centres de dons de leur territoire. Merci. Il y avait une question pour Céline qui avait commencé à y répondre tout à l'heure. Pouvez-vous nous donner des exemples de questions juridiques complexes pour les couples de femmes ? Alors, peut-être pour résumer, une des questions les plus problématiques qui se posent aujourd'hui, c'est que, comme je disais tout à l'heure, donc une loi qui est publiée au journal officiel le 2 août et qui rentre en application de façon immédiate, notamment sur la question de la reconnaissance conjointe. Le problème, c'est que dans les médias, on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, le message qui avait été envoyé aux femmes à ce moment-là, c'est « il ne se passera rien tant que les décrets d'application ne seront pas publiés ».
Du coup, on a un intervalle en gros qui débute au début du mois d'août et qui se poursuit à minima jusqu'à la diffusion de la circulaire le 21 septembre et encore aujourd'hui, mais en tout cas, on a vraiment une fenêtre là d'un mois et demi où de nombreuses femmes n'ont pas su qu'il fallait, enfin, n'ont pas été en capacité de signer une reconnaissance conjointe anticipée alors qu'elles poursuivaient leur parcours à l'étranger et donc qu'elles, pour certaines, sont tombées enceintes du coup sont aujourd'hui à plusieurs mois de grossesse et n'ont pas signé la reconnaissance conjointe anticipée. Aujourd'hui, la réponse du ministère de la Justice à cette question, c'est pour ces femmes-là, ce sera adoption plénière de l'enfant du conjoint, c'est-à-dire le dispositif qui existait avant. Pour nous, c'est une réponse qui est absolument inacceptable, notamment parce que dans la loi bioéthique, il y a deux choses qui sont prévues. Il y a la reconnaissance conjointe anticipée, donc qui concerne tous les enfants qui vont être conçus à partir du 2 août 2021. Et il y a la reconnaissance conjointe a posteriori qui concerne les enfants qui ont été conçus ou qui sont nés avant le 2 août 2021. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer raisonnablement dire à des femmes qui, pour certaines, sont avec 6 ans de parcours derrière elles, qui sont tombées enceintes, je sais pas moi, le 10 août, par exemple, pour vous, ce sera adoption plénière de l'enfant du conjoint. Par contre, pour une autre femme qui a eu un enfant il y a 10 ans et qui n'a pas fait l'adoption pour X ou Y raison, elle, on va lui permettre d'aller simplement chez le notaire et de faire une reconnaissance conjointe a posteriori. Enfin, voilà, pour nous, c'est pas une réponse acceptable. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles on continue à se battre. C'est un peu compliqué parce que je pense que autour de toutes ces questions-là, il y a une méconnaissance du parcours de PMA, une méconnaissance de voilà tout ce qui peut se passer pour les femmes qui sont en parcours et que du coup, voilà, on dit mais de toute façon, c'est pas très compliqué, le dispositif a été simplifié, elles n'ont qu'à s'en saisir. Encore faut-il qu'elles aient l'information, ça déjà c'est une première chose. Et puis il y a un retour qu'on a quotidiennement, c'est mais pourquoi est-ce qu'on devrait faire une reconnaissance anticipée avant même d'avoir conçu l'enfant? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué pour elles à comprendre. Alors qu'on leur explique, hein, puisque, enfin voilà, il y a une logique dans tout ça, je le nie pas, mais beaucoup nous disent, mais franchement, enfin là, ce que vous nous demandez, c'est complètement fou. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on signe des papiers pour un enfant qui ne naîtra peut-être jamais? Voilà, donc bon, c'est des questions voilà, qui sont complexes, sur lesquelles on essaye d'accompagner les femmes, de décrypter un peu tous les enjeux pour qu'elles comprennent ce qu'il y a derrière, mais c'est pas évident en ce moment. Merci. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel sur l'autoconservation des personnes qui se demandent si c'est déjà possible? Est-ce que c'est déjà mis en application ou pas? Alors, comme je le disais tout à l'heure, à ma connaissance, l'autoconservation dite sociétale n'est toujours pas possible. C'est ce que m'a confirmé tout à l'heure Claire Devienne de l'Agence de la biomédecine au téléphone. Je n'ai pas très bien compris les attendus juridiques de ce fait, donc c'est vraiment, à mon avis, à creuser dans les semaines qui viennent. Okay. Ça vient en plus en contradiction avec, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais un reportage qui a eu lieu sur TF1, m'a-t-on dit. Et donc, on m'a dit effectivement que ça correspondait pas à une réalité, mais encore une fois, les attendus juridiques, je pourrais pas les expliciter. Est-ce que vous, sur Nancy, vous avez déjà reçu des... Non, on a eu avant la promulgation de la loi, sur les 3 dernières années, on avait eu 3 demandes, donc en moyenne 1 par an, d'autoconservation dite sociétale, à qui on a informé que ce n'était pas encore possible en France.
Mais depuis la loi, on n'a pas eu en tout cas, on n'a pas eu de demande. Mais c'est encore une fois, je pense que c'est vraiment, je pense que si vous interrogez quelqu'un qui est coordonnateur d'un centre d'AMP en Île-de-France, la situation, à mon avis, est tout autre. Hein. Justement, une autre visio demain sur le sujet, donc on pourrait aller un peu plus en précision sur ce point-là. Et Virginie nous montre, parce qu'elle a oublié de rallumer son micro, le prospectus sur l'autoconservation. On a bien reçu. Le micro, il est publié. Alors, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à donc les prospectus sur l'agence de biomédecine et les distribuer chez vos gynécos. Et vos autres. Celui sur les gynécos distribuent. Oui. Alors moi, je sais que fameuse, la communication, c'est un petit peu du mal, donc moi, je fais le porte-parole un peu chez les gynécos et les médecins. Voilà. il faut communiquer. Donc, communiquons. Oui. Alors, on va continuer sur les questions. Donc, il y avait encore une question donc, pour Céline. Peut-on avoir des détails sur ce questionnaire test d'accueil au téléphone? Alors, Céline, si vous pouvez remettre votre micro. En fait, c'est pas un questionnaire test d'accueil au téléphone, c'est un questionnaire qu'on diffuse pour que les personnes qui contactent le CECOS pour avoir un rendez-vous puissent nous faire un retour. Alors, je pense que je peux vous mettre le lien peut-être en commentaire, comme ça vous verrez. L'idée, en fait, pour nous, c'est si vous voulez, on a beaucoup de retours sur comment ça se passe quand les personnes appellent et tout ça, mais l'idée, c'était d'avoir un outil qui nous permette de centraliser toutes ces réponses et qui nous permette de pouvoir à un moment donné centraliser et dire voilà où on en est, on a reçu tant de réponses, sur tant de réponses, voilà les éléments qui ressortent le plus fréquemment. Enfin, voilà, donc et puis, ça permet d'identifier aussi les blocages dans certains centres. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, ce qui nous permet, c'est en traitant les résultats qu'on peut s'apercevoir qu'il y a des endroits où il va y avoir un couple de femmes qui aura appelé le lundi et qui aura eu un rendez-vous, et un couple hétéro qui aura appelé le même jour et qui n'aura pas eu de rendez-vous. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un outil pour collecter les réponses. Alors je vous mets le lien. Et d'ailleurs, ce qu'on a souhaité faire avec Céline, c'est de faire un questionnaire commun. Donc, on diffuse dans notre réseau Association Collective BAMP, qui est diffusé dans le réseau des enfants arc-en-ciel, et on l'avait proposé aussi à Maman Solo. Donc Ok, ouvre ton micro. Oui. on l'a diffusé sur notre groupe privé. On a 1700 mamans sur notre groupe privé Maman Solo, et on l'avait diffusé. J'avais eu Céline au téléphone, et on s'était même dit que peut-être on pouvait le faire progresser, parce qu'au fur et à mesure de certaines remarques plus quali, peut-être il y a des questions qu'on pouvait affiner. Mais je trouve ça déjà super qu'il existe, et je trouve ça très bien que nous, on essaie de le diffuser partout, parce que c'est un très bon outil de recueil de données, en fait. C'est super. Donc, j'en profite. Ça n'a rien à voir avec le questionnaire, mais j'en profite pour une question sur ce que j'ai vu un peu dans notre groupe privé, justement. Il y a des questions sur les transferts d'ovocytes ou d'embryons. Il y a des femmes qui se demandent si elles ne peuvent pas rapatrier leurs ovocytes ou leurs embryons pour bénéficier de l'accueil en France. Alors, j'ai interrogé Claire de Vienne. Il y a une procédure qui est prévue pour le faire, qui est compliquée, mais qui est prévue. Parce que sinon, c'est double peine pour ces femmes-là. Elles ont conservé dans un pays et elles ne peuvent pas récupérer les ovocytes qu'elles ont conservés. Donc oui, c'est prévu. Il faut qu'elles interrogent l'agence de biomédecine. Il y a une procédure. J'ai vu qu'il y avait un dossier à télécharger à ce sujet-là. Voilà. Et le biologiste du labo qui conserve les ovocytes ou les embryons va le remplir lui aussi. Donc Céline nous a partagé le lien du questionnaire.
Après, si vous voulez quelques données un peu brutes, ce que je peux vous dire sur le questionnaire, c'est qu'on a 108 réponses à aujourd'hui, avec un lancement, oui, je sais plus, juste avant les vacances scolaires, je crois, donc il y a un peu plus de 15 jours. En général, par exemple, sur l'obtention d'un rendez-vous, on a 68 personnes, 68% des personnes qui obtiennent un rendez-vous quand elles contactent le CECOS, sans forcément avoir besoin de contacter l'établissement à plusieurs reprises. Au niveau pourcentage, on a un délai de rendez-vous entre la première prise de contact avec le CECOS et le rendez-vous entre 2 et 4 mois. C'est le créneau vraiment majoritaire. Qu'est-ce qu'on a comme... Voilà, au niveau de l'accueil, on a quand même une proportion qui est bonne entre un excellent et un bon accueil. On a 8% des personnes qui disent très mauvais accueil. Donc c'est quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, un des résultats qui sont quand même, moi je trouve assez positifs. Surtout quand on les met en perspective avec les retours qu'on peut voir sur certaines publications dans les réseaux sociaux. Alors, je sais que les réseaux sociaux sont toujours, c'est toujours des informations à prendre avec précaution et dans un contexte particulier, mais en tout cas, voilà, moi je trouve ça intéressant d'avoir un questionnaire qui permet d'objectiver un petit peu les choses et de voir que finalement, les retours sont pas si mauvais, parce que je pense que des personnes aussi qui auraient une très mauvaise expérience pourraient aussi profiter de ces questionnaires pour pouvoir justement faire remonter leurs expériences. Par contre, là où je trouve qu'il y a des informations importantes à relever aussi, et c'était ça qui nous importait, c'était d'avoir des données objectives sur ce genre de choses. Quand on demande aux femmes, ou aux personnes qui répondent, si le CECOS leur a communiqué le délai d'attente pour bénéficier d'un don, dans ces délais d'attente, on est sur une majorité de délais entre 6 et 12 mois ou entre 12 et 18 mois. Mais il y a quand même 18% de personnes à qui on a répondu que le délai serait supérieur à 2 ans. Le moins de 6 mois, il est tellement petit que je vois. Là, il y a 2% de personnes à qui on a dit moins de 6 mois. Après, on est sur des délais beaucoup plus importants. Et pour vous donner un ordre d'idée des proportions par rapport aux personnes qui ont répondu, donc sur 108 réponses, on a 50% de couples de femmes, 27% qui sont des femmes seules et 21% qui sont des couples hétérosexuels. Donc voilà, et sur une tranche d'âge de femmes qui porteront l'enfant majoritaire entre 30 et 35 ans. Voilà. Merci. Alors, on avait d'autres questions. Donc, bonjour. Auriez-vous une estimation aujourd'hui du délai pour recevoir un don lorsqu'on est un couple de femmes d'origine asiatique ? Est-ce que vous auriez des pressions sur le sujet ? Alors, je pense que c'est assez difficile à dire. La question est de savoir est-ce que le couple souhaite un appariement, on appelle phénotypique, sur la couleur de la peau, des yeux, des cheveux, etc., ou pas. S'il n'y a pas de demande spécifique d'appariement de la part du couple, on est sur des délais standards, toute population. Par contre, s'il y a effectivement un délai s'il y a une volonté d'appariement qui est stricte, je suis pas sûr que le délai soit forcément plus long, parce que même si on a par exemple, je parle dans un centre, pas dans le nôtre, mais en général, si un centre n'a pas de paillettes
comme le phénotype souhaité par le couple, il peut toujours demander à un autre centre de lui fournir des paillettes adaptées pour la prise en charge. Je sais que nous, on l'a déjà fait à Nancy, on s'était fait aider d'un autre centre de dons ailleurs en France, et donc on avait acheminé les paillettes d'un centre à l'autre. Donc justement, pour ne pas attendre 5 ans, 10 ans, ou même jamais, qu'il y ait le phénotype souhaité par le couple qui soit donneur dans le centre. Merci. Alors, je n'avais pas d'autres questions pour l'instant. D'ailleurs, sur cette question de l'appariement, ça a été aussi un sujet un peu problématique parce qu'il y a certains centres qui l'appliquent de façon stricte en disant c'est comme ça et pas autrement. Et il y avait eu des discussions avec l'Agence de la biomédecine pour que justement il y ait un décret qui soit publié sur ce sujet-là. Moi, j'avais fait partie de ceux qui avaient lu le décret sur l'appariement. Normalement, il n'était plus imposable, l'appariement. C'était plus une obligation. Alors pour nous, l'appariement, c'est dans les bonnes pratiques de 2017, l'imposition de l'appariement n'était pas pour nous quelque chose de réglementaire. Donc en tout cas dans notre centre, on n'a pas attendu le futur texte qui arrive pour ne pas imposer l'appariement. On parle d'ailleurs d'une politique de double non-imposition, c'est-à-dire que le couple ou la femme demandeuse d'un don ne peut pas demander un phénotype hors de soi-même ou du couple. On ne peut pas arriver avec des demandes alternatives de phénotype, mais par contre, le corps médical n'a pas à imposer l'appariement en disant si vous devez avoir un donneur ou une donneuse parce que vous êtes comme ci ou comme ça. Ça, c'est ce qu'on applique. Et de ce que j'ai compris dans le texte qui va paraître dans les jours ou semaines à venir, c'est ce concept qui va être rappelé, je pense. En tous les cas, nous, pour avoir participé au groupe de travail sur ce sujet, avec l'Agence de la biomédecine et des professionnels, on a rappelé les droits des patients, c'est-à-dire respectons déjà le droit des patients et respectons la question de l'information et du consentement et du choix du patient. Merci. Moi, j'ai une question sur l'histoire des paillettes parce que on avait cru lire qu'il y avait une option, sous quels critères on ne sait pas trop, mais l'agence de biomédecine pouvait se permettre de faire venir des paillettes, les sécos puissent récupérer des paillettes en France sous condition. On avait lu ça. De l'étranger ? Oui. Ah non, c'est pas prévu. C'est pas prévu du tout. Parce qu'on avait lu sous condition. On avait. Non, dans la nouvelle loi, c'est pas prévu. Pas du tout. Je ne pense pas du tout non plus. Je suis d'accord avec Géraldine. J'avais lu ça dans même c'était pas des textes très très approfondis, c'était des choses qui paraissaient un peu plus de l'ordre de la communication. Bon, il faudrait que je retrouve le truc. Ah bah si, ouais, on est demandeur de ce genre d'informations. Si c'est vrai, on est preneur. D'accord. Ça marche. On creusera la question là. Alors, il y avait une autre question sur donc, est-ce que les médecins présents se sentent en difficulté pour répondre aux demandes des nouveaux publics ? Les relations sont-elles tendues ? Alors moi, ce qui me concerne, pas du tout. Je n'ai pas de relation tendue avec les nouveaux publics, c'est-à-dire soit avec les couples de femmes, soit avec les femmes non mariées. La seule relation, enfin, c'est pas une relation tendue, mais parfois, lorsqu'on leur dit que c'est pas tout de suite et qu'il va y avoir un délai, il y en a certaines qui pleurent parce que ça fait des années qu'elles attendent et qu'elles se sont fourvoyées dans l'information médiatique qui est parfois erronée. Voilà. Il y en a d'autres, une femme qui vient, une femme seule de 42 ans, quand je lui dis qu'il vaut peut-être mieux qu'elle continue son projet à l'étranger avant de pouvoir accéder aux soins en France, oui, elle pleure, mais il n'y a pas de tension, il
il y a du mal-être, mais jamais de tension. On a aussi des demandes, on n'en a pas parlé, mais je ne sais pas si Michael les a, mais on a des demandes de couples, de copains, hommes et femmes qui viennent nous voir et qui pensent que comme elle est non mariée, elle va pouvoir se présenter dans ce type de demande et bénéficier du sperme du copain, parce que c'est des gens qui s'aiment bien, qui s'apprécient et qui veulent faire une coparentalité. Et ça, c'est encore pas possible. Et dans la loi et dans la médiatisation, c'est une communication qui n'est pas passée encore. Ouais, je suis d'accord avec Géraldine. Ah non, on n'a pas du tout eu de vécu relationnel tendu. Je trouve que toutes les consultations sont vraiment très bien passées. Et c'est plutôt l'inverse. On a plutôt l'impression que beaucoup de femmes s'attendaient. Alors beaucoup, c'est quand même pas majoritaire, mais c'est quand même significatif. S'attendaient à ce que justement ça se passe pas bien, à être discriminés au moment de la prise de rendez-vous, à être jugés sur leurs demandes. Et en fait, on nous le dit ça à la fin en général des consultations. On pensait que ça se passerait différemment. On est plutôt content, donc c'est ce qu'on entend. Et puis sur le côté facilité du parcours, puisqu'en fait elles ont la première consultation, puis un rendez-vous avec la psychologue en entretien pour discuter surtout de la représentation par rapport à la parentalité, etc. C'est surtout dans cet objectif-là. Et après, elles reviennent une fois où elles ont tout le on va dire, l'échographie, l'ouverture du dossier de don, l'annonce des délais et des techniques qui seront proposées. Donc, en fait, en 3 fois et en 2 mois, tout est fait. Et après, il reste plus que quelques semaines, quelques mois à attendre le moment où on va reprendre contact. Donc, on est plutôt... enfin, voilà, il n'y a pas du tout de relationnel tendu. Par contre, on a effectivement, comme Géraldine, on a eu des demandes de coparentalité, des demandes de dons dirigés, voilà, et ça fait partie des personnes qui, à l'heure actuelle, ne sont pas prises en charge en France. Et comme pour les femmes ou les couples de femmes qui veulent choisir le donneur, elles ne font pas en France. Comme les couples de femmes qui veulent bénéficier d'une repas, elles le font pas en France. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a ces discussions-là avec les couples de femmes et les femmes et les femmes solo. Et donc là, ça peut être un petit peu difficile parce que, par exemple, pour la repas, d'ailleurs, je pense plus que pour le don dirigé, les femmes nous disent mais on pensait que en fait c'était bon en France et on va réfléchir à comment on fait, etc. Donc ça peut être aussi des situations un peu difficiles. Alors, tout à l'heure, on parlait des gamètes à l'étranger, des paillettes. Une personne nous demande qu'est-ce qu'on risque si on fait venir des paillettes du Danemark. Est-ce que quelqu'un saurait répondre? Je ne saurais pas dire. Alors, la question, c'est pas tellement qu'est-ce qu'on risque, c'est plus, pour tous les parcours qui sont liés à des inséminations réalisées en France avec des paillettes issues d'une banque de sperme européenne, puisque voilà, il y a effectivement le Danemark, mais il y a d'autres banques de sperme qui proposent ce type de service. C'est quelque chose qui est illégal en France. Alors certes, c'est plus facile que d'aller à l'étranger, etc. Mais il faut quand même garder en tête le fait que c'est quand même un contournement de la loi. Et donc, ça peut être plus ou moins facile de trouver un médecin qui les assistera dans ce parcours-là. Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais de femmes qui ont été poursuivies. Enfin, il n'y a pas eu de réponse pénale à ce type de situation, même quand elles le disent au moment du dossier d'adoption plénière de l'enfant du conjoint.
Mais voilà, c'est quand même un parcours alternatif, on va dire, qui, contrairement au parcours à l'étranger, bon, c'est là aussi que c'est un peu hypocrite aussi quelque part, puisque en fait, on peut avoir recours à un don via Cryos si on s'adresse à une clinique en Belgique. Par contre, si on veut avoir recours à un don via Cryos et que l'insémination est réalisée en France, là, tout change et les droits ne sont plus du tout les mêmes. On parlait de questions juridiques tout à l'heure. Là, c'est pareil sur cette question-là. La reconnaissance conjointe a posteriori ne sera pas possible pour toutes celles qui sont passées par une insémination réalisée en France. Donc, voilà, il y a quand même des différences à prendre en compte. Il y a des choses voilà, à prendre en compte en termes de parcours et de droit. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'on risque d'un point de vue purement pénal? Bon, je pense qu'on ne prend pas trop de risques justement à dire que voilà, il n'y a pas Enfin, vous risquez pas de vous retrouver au commissariat ou d'être poursuivi en justice parce que vous aurez fait ce type de parcours. Le médecin qui vous accompagne risque plus que vous, je pense. Voilà. On a eu 2 décès après insémination avec sperme venu de l'étranger. Donc, sur cet accompagnement-là, on prend des risques aussi pour nos patients si on fait les inséminations, bien que ça soit fait et que beaucoup d'enfants sont nés et les mamans vont bien. Et en Belgique, c'est surtout pour les femmes non belges qu'ils utilisent le sperme à l'étranger, acheté à l'étranger. Parce que pour les Belges, ils utilisent du sperme de donneurs belges. Pour les femmes étrangères qui viennent en Belgique, ils achètent du sperme chez Cryos. Alors, il nous reste un peu presque 10 minutes. Donc, on pose les dernières questions. Et si vous avez encore d'autres questions, il faut vite les écrire. Et après, on va s'arrêter. Par rapport, donc, pour savoir pourquoi on nous demande la taille, le poids, couleur des cheveux et les yeux. Donc, quand on vient à un rendez-vous, je pense que c'est parce que tout à l'heure, on parlait justement d'appareillement. Donc, la question est en rapport avec ça. Alors effectivement, c'est les caractéristiques physiques classiques qui sont recueillies lors de l'ouverture d'un dossier de don. Alors nous on l'utilise, on le fait systématiquement, mais après on a toujours toute une discussion sur qu'est-ce que le couple souhaite par rapport à cet appareillement ou pas, qu'est-ce qui est important pour eux dans les critères, afin de choisir au mieux et dans le meilleur délai. Donc après, je sais que tous les centres de dons fonctionnent pas tous pareil sur cette question-là, et donc le texte qui arrive va pouvoir permettre d'homogénéiser vers le mieux, à mon avis, nos pratiques. Merci. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions écrites. Est-ce qu'il y a... Il n'y en a plus. Que vous voulez préciser, Isabelle, Céline Le mot de la fin. Le mot de la fin. Il faut donner déjà ces gamètes, si on peut. C'est pas mal. Moi, j'ai donné mes embryons qui restaient, en tout cas, en Belgique. Et j'étais contente qu'il y ait des transferts d'embryons, de gamètes quand même possibles. Donc, je me dis quand même, ça peut être aussi ça pourrait quand même être une solution de pouvoir faire venir un peu de gamètes des autres pays. En attendant que nous, on soit plus généreux aussi à ce niveau-là. Et puis, c'est vrai qu'il y a l'idée de l'indemnisation. Enfin, surtout, moi, je pense au don d'ovocytes, sincèrement. Même si le don, on parle beaucoup du don de spermatozoïdes, mais très honnêtement, c'est quand même beaucoup plus intrusif et c'est vraiment un geste altruiste. Et quand on voit que déjà les donneuses étaient plus nombreuses que les hommes, finalement, il y avait 800 donneuses, je crois, pour 400 dons de gamètes masculins. Bon, voilà. Donc, il faut les encourager, quoi. Faut les encourager. Puis peut-être qu'on va trouver... il va peut-être y avoir des choses qui vont se faire, qui vont changer quand même, j'espère, dans l'application, quoi. Dans les décrets d'application, dans tout ce qui est possible à l'avenir, quoi. Pour que ça soit plus facile.
pour mettre un spot sur les terrains de foot, sur Alors moi, je suis les circuits de moto, de bagnole, pour mettre un spot. Ouais, justement, moi, je suis enseignante et je sais que, par exemple, pour le don du sang, les centres venaient directement dans nos lycées pour récupérer du don de sang. Alors, c'est vrai que les gamètes, c'est pas anodin. Il faudrait peut-être déjà un peu d'informations avant de passer on passe vous chercher. Mais des élèves, moi j'ai des élèves de BTS, donc ils sont majeurs, ils sont ils sont tout à fait dans la tranche d'âge. Sincèrement, pour moi, c'est des cibles. C'est des cibles tout à fait. On va aller dans les grandes entreprises. Les universités, voilà. Tout ce qui est post-bac. Apparemment, les donneurs, il y avait un profil des donneurs qui n'étaient pas forcément ceux qui avaient des enfants, plutôt pas d'ailleurs, et plutôt des jeunes. Donc, bon, on va essayer. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin. Une question, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre sur les décrets déjà parus? Est-ce qu'ils sont modifiables? Juridiquement. On n'a pas la compétence juridique pour le dire, mais je ne suis pas certaine. Oui, ils sont modifiables par un nouveau décret, mais en tout cas, c'est pas du tout à l'ordre du jour. On va avoir là le décret sur l'accès aux origines, de ce que j'ai compris, début 2022, et puis le renouvellement du guide des bonnes pratiques, incluant la PMA pour toutes de manière, on va dire, développée, courant apparemment deuxième semestre 2022. Donc c'est ça qui est prévu. Après, il y a quand même un point intéressant, c'est que dans la loi est inscrit le concept de la remise d'un rapport à 1 an après la promulgation, et je pense qu'il faut qu'on travaille vraiment tous ensemble sur cette question pour bien pointer toutes les problématiques, tout ce qui ne va pas, et apporter des solutions dans 9 à 10 mois et non dans 10 ans à la prochaine révision de la loi. Oui. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une réunion qui est prévue le 15 novembre qui rassemble des représentants des associations pour travailler sur le suivi de l'application de la loi de bioéthique. Donc, c'est peut-être complètement via cet angle-là que le rapport va pouvoir être rédigé. Complètement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu être dans ce comité national de suivi, pour bien rappeler cet état de fait et le fait qu'il fallait agir très vite pour intégrer toutes les propositions de modification dans l'année. Bon, mesdames les présidentes des associations, il y a du travail. Il y avait une dernière question pour savoir si les gamètes issus de dons étaient forcément faits en frais. Étaient transférés en frais. Alors, sur le don de spermatozoïdes, à ma connaissance, en France, par les conditions réglementaires, virologie, etc., tout ce qui est infectio, tout doit être congelé. Parce qu'il y a une sorte de mini-quarantaine qui est organisée pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème de contamination. Par contre, pour l'accueil d'embryons, c'est que du congelé également, puisque par définition, c'est des embryons qui sont déjà congelés au moment du don. Par contre, pour le don d'ovules, la situation en France est pareille qu'au niveau international. Il y a des centres qui font la fécondation in vitro avec des ovules frais, donc non congelés, et d'autres qui vont utiliser des ovules congelés, donc avec une problématique de diminution un petit peu en tout cas du nombre d'ovules utilisables par le procédé de congélation. Je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant. Merci à toi. Virginie, j'ai mis en commentaire un tableau qui reprend les différentes possibilités de filiation pour les couples de femmes et les différentes étapes par rapport à la reconnaissance conjointe et tout ça. Donc je ne sais pas si tout le monde y a accès, mais normalement, ça permet d'avoir quelques points de repère pour savoir comment expliquer les choses et tout ça. Les gens ne le voient pas.
Ah, alors comment je fais pour l'envoyer à tout le monde? Non, mais Lucie, elle va le faire, t'inquiète. Lucie, c'est une experte. Ah, bon, bah super. Je vais le faire. Faut juste que j'enregistre le fichier et c'est bon. Ok, bon, bah parfait, voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. Donc, ce webinaire, il va être enregistré. Pour l'instant, on réserve le replay à nos adhérents, mais voilà. Je pense que ça serait important que ça puisse être vu par plus de monde parce que je trouve que c'est très intéressant tout ce que vous nous avez exposé. Je vous remercie de m'en donner la parole. Vous pourrez retrouver le programme de demain sur la page Facebook du collectif BAM. Parce que demain, il y a encore 2 autres conférences. Une sur l'autoconservation, justement, et l'autre sur devenir parent via le don de gamètes. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.